blah swing, blah 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 blah swing. Salut les swing dancers, c'est Julien pour Blabla Swing et aujourd'hui je suis en présence de Jean-Charles Joyce. Salut, est-ce que tu peux nous dire quelques petits mots sur toi ? Déjà bonjour à toutes et à tous et aussi merci à toi Julien de m'inviter. Quelques mots sur moi. Je m'appelle Jean-Charles, je suis d'origine de la région parisienne. Voilà. Je suis danseur swing depuis près de 10 ans maintenant, j'ai commencé en 2009. Donc ça va faire 12 ans maintenant, si je compte bien. Et puis initialement, danse hip-hop. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Professionnellement, je suis ce qu'on appelle administrativement artiste-chorégraphe. Ouais. Intermittent du spectacle ou... Ça, c'est le deuxième terme, c'est ouais. ça, intermittent du spectacle. Et puis voilà. D'accord. Du coup, tu as commencé à danser pour ton plaisir déjà dès jeune ou c'est quelque chose qui t'est arrivé plus tard ? Très très jeune, c'était un petit peu l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc, mon père il collectionnait les vinyles, je suis tombé sur le vinyle de Thriller, j'écoutais, et puis après je suis tombé sur les vidéos à la télé parce qu'on regardait beaucoup. Tu reproduisais les chorégraphies. Et je reproduisais toutes les chorégraphies. Il y a forcément, dans la génération dans laquelle je viens, il y a forcément un petit Renoir qui danse Michael Jackson dans la classe de chacun, et c'était moi, voilà. Ah ouais, c'est vrai que c'était quelque chose, quoi. C'était une belle époque, en tout cas quand tu découvres ces genres d'artistes. J'étais entre Michael Jackson et MC Hammer, pour te dire la vérité. Donc, voilà. Les pantalons larges, tout ça, ça vient de lui. Et les jeux de jambes, c'était Michael, entre autres. Putain, je me souviens bien de cette époque. Moi, on est à peu près de la même génération. Et j'ai grandi avec ces trucs-là, avec les 45 tours qu'on achetait, qu'on dévorait. Et puis moi, c'était juste avant de rencontrer le métal. Et après, ça a été toute une autre histoire. Ah ouais, c'est bien ça aussi. C'était toute une aventure. J'ai eu ma période de métal aussi, faut pas croire. Ah bah ouais. Ouais. Et du coup, ça correspond en même temps avec l'arrivée du hip-hop sur Paris en même temps, quoi, avec toute cette culture large du hip-hop, du graphe, de la danse, du breakdance, de la musique, du DJ, du MC, du truc. Oui, tout à fait. Même si ça arrivait bien avant ça, entre guillemets, quand je dis bien avant, je parle de là, moi je suis né en 83, donc on va dire que le hip-hop, l'esprit était déjà là dans les années 70, tu vois. Ouais. Okay. C'est juste qu'il y avait encore la disco, le funk qui était en train de se battre sur le dance floor. Et la culture elle-même a vraiment commencé à se populariser dans la fin des années 70 et début des années 80. On se rappelle notamment des émissions qui passaient à la télé, HIP, HOP, pour en citer qu'un, de Sydney qui invitait plein de jeunes à la télé pour danser sur des musiques, sur des scratchs, faire des défis. Et petite anecdote comme ça, je le balance, la première apparition de Madonna en France, c'était dans une de ces émissions-là. Ah ouais. Cool, on va aller chercher sur Ina, voir si on retrouve ça. Et du coup, toi, ton aventure avec la danse commence là. Est-ce que c'est devenu une vraie passion ? À quel moment si tu pouvais retracer un petit peu ça et nous dire où a eu lieu le moment de bascule avec les professionnels. C'est ce qui va aussi remplir mon frigo. D'accord. Pour commencer, donc il y a eu vraiment l'adolescence où j'étais toujours en train de danser dans ma chambre à écouter les musiques que mon frère enregistrait à la radio ou mon père écoutait les vinyles. Et puis il y a un moment donné où pendant les vacances, faut que tu trouves une activité, il faut sortir. Et donc je me suis inscrit à la MJC de mon quartier. Ouais. Une maison de la jeunesse culture et de la culture. Et voilà, j'avais envie de danser, de créer des activités autour de la danse. Et il y avait d'autres personnes qui avaient cette même ambition aussi, cette même envie. Donc on nous a juste donné une salle de danse pendant 2 heures. On mettait la musique qu'on voulait, puis on a commencé à s'entraîner. Et puis un jour, il y a un pote qui est venu avec une cassette de battle, le championnat du monde de battle 98, et qui nous a complètement retourné le cerveau. Et puis on s'est mis à tout copier, à tout reproduire pour vraiment apprendre vraiment les choses.
Sur cassette vidéo ? Sur cassette vidéo, ouais. Les VHS encore, tu vois. Les fameuses VHS où, si on reprend les Suédois à l'aube des années 80, c'est la même chose qui s'est passée sur des cassettes vidéo. Yes. Et ils ont réappris en décortiquant avec des arrêts sur image pourris. C'est ça, c'était notre YouTube de l'époque. Et puis en plus de ça, pour les obtenir, ces cassettes, c'était très compliqué. C'était forcément une personne dans un entourage, tu vois, qui avait enfin ce Graal à partager, tu vois. Ouais, carrément. Donc ça continuait comme ça pendant des années, jusqu'à un jour on commençait à être assez connu dans notre ville, et puis je sais pas comment on s'est débrouillé, mais on a commencé à faire des prestations pendant les quarts-temps de matchs de basket au stade de Pierre de Coubertin. Ouais. Donc c'était sponsorisé par Fun Radio à l'époque. Ouais. Donc quand il y avait des publicités... nous on passait entre temps, on jetait des t-shirts Fun Radio, on dansait, et puis on partait, etc. Et là c'était quoi, plutôt breakdance Ah ouais, c'était à fond breakdance, c'était salto, coupole, c'était vraiment purement breakdance. Salto, coupole ? Salto, je faisais des saltos, des sauts périlleux. Ah ouais, d'accord, ouais, c'était du breakdance acrobatique, quoi. Ah oui, c'est le breakdance, c'est essentiellement ce qu'on appelle... les power moves. J'ai pris du temps avant de le dire parce que je me suis dit peut-être qu'il y a un équivalent en français, mais non. Mais en tout cas, on appelle ça les phases. Okay. Pour parler de Thomas, coupole. Après, il y a les acrobaties. Donc, tout ça, moi, j'étais essentiellement dans ces deux choses-là. Après, il y a d'autres catégories encore, tout ce qui est passe-passe, jeu de jambes au sol. Bref, voilà, c'est la petite parenthèse. Il y a plein de familles de danse de hip-hop. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, je m'y perds... entre le popping, le cropping, le truc, je suis quoi ? Non, le truc est très simple, ce que je dis aux gens, c'est que je fais l'analogie avec le swing. Le swing, c'est une grande maison. Quand tu rentres dedans, il y a plein de pièces, et dans chaque pièce, il y a des placards. Voilà. Pas mal. Et le hip-hop, c'est pareil, tu vois. Okay. Le hip-hop, c'est la maison. Tu rentres dedans, tu as chaque pièce. Chaque pièce, c'est un style de danse. Okay. Et dans chaque pièce, tu as des petits placards, et dans ces placards, c'est des noms des pas. Okay. Voilà. Et des fois, tu peux retrouver ces placards dans d'autres pièces, tu vois. En plus, oui. Et voilà, c'est cette analogie que je fais. Ouais, ça parle bien. Ça... Et donc, du coup, bon, là, je vais faire assez court. Ça, c'est vraiment le premier salaire que j'ai gagné professionnellement, alors que j'étais encore à l'école, tu vois, mais c'est juste, voilà, le petit argent de poche. Et puis, un jour, je suis allé voir un spectacle au Théâtre de la Villette pour voir le groupe Wanted Posse. Donc c'est un groupe hip-hop qui est considéré comme fondateur en France, avec un de mes mentors qui a disparu récemment, Babson, qui a été le premier à me sortir de ma petite ville. Enfin, c'est pas qui a été le premier, c'est que en sortant de ma ville, le premier cours que j'ai été prendre de house dance, c'était le sien, et qui m'a emmené dans les soirées underground hip-hop à Paris, comme la Coupole. Bref, grand hommage et respect à lui. Donc j'étais voir ce groupe-là à l'époque, et c'était la première fois que je pouvais voir la danse sur scène dans un grand théâtre avec 1000 personnes dans la salle. Et je suis devenu complètement dingue, je me suis dit, là, c'est ça que je veux faire. D'accord. Ça a été un déclic où tu t'es dit, oui, mais la danse, ça peut faire ça. Ça peut être ça, quoi. J'ai toujours voulu danser, mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir cette ambition-là, tu vois. Ouais. En général, tu n'as pas l'ambition de quelque chose si tu n'as pas vraiment conscience de la portée que ça peut avoir, tu vois. Bah oui, ou si tu vois pas d'autres réussir à le faire aussi. C'est ça. Ça aide, que ça donne des ailes. On peut pas tous être un pionnier, quoi. C'est ça. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est ce qui m'a déjà, ne serait-ce que donné l'ambition de prendre la danse un peu plus au sérieux, tu vois, que juste le fait d'être dans ma petite salle de danse, m'entraîner, faire des petites coupoles à 2-3 endroits, et c'est tout, tu vois. Et donc là, ça a été vraiment le premier déclic. Après, j'ai quand même continué mes études jusqu'à la fin, avant de me dire que je rentre dans une école de formation de danse, tu vois, pour assurer la sécurité. Pour assurer la sécurité. Et quand j'ai fini mes études, j'ai fait un BTS communication graphique, donc c'est tout ce qui est graphisme pour l'impression. Oui, d'accord, ouais. Et donc dès que j'ai fini ça, j'ai pas trouvé de travail, donc en attendant, je me suis inscrit dans une école de théâtre. Voilà, ne serait-ce que pour voir un peu. Je voulais me faire une année sabbatique dedans, tu vois. Ouais. J'ai eu un premier contact avec la danse contemporaine, etc. Et puis après ça, j'ai passé une audition et j'ai été pris. Ça a été mon premier contrat. Voilà. Donc ça a été très hasardeux, c'est-à-dire que j'ai pas forcément cherché à vouloir vivre de la danse tout de suite. C'est juste que je n'avais pas de travail.
Donc en attendant, pour gagner de l'argent, j'ai passé une audition et j'ai été pris dans une compagnie de danse afro-contemporaine à l'époque, de George Monboy, qui a sa salle ici à Paris. Et ça a été mon premier contrat. Et puis après, d'un contrat amène les tournées amènent la visibilité, les visibilités amènent d'autres contrats. Et ainsi de suite, ça rebondit de saut de puce en saut de puce. Voilà, donc ça c'est vraiment la genèse pour essayer de clôturer ce chapitre-là et pas être trop long. Tu sais si de ta période première hip-hop MJC, on dira jamais à quel point les MJC sont importantes dans le développement culturel en France. Je fous la merde, j'avais prévenu. Il avait annoncé, monsieur Bastien Rieux, en direct. Est-ce que tu sais s'il y en a d'autres qui continuent de danser de cette époque-là? Est-ce que dans ta troupe, dans ton équipe de jeunes assoiffés de hip-hop, il y en a qui ont continué, ou tu es un petit peu le seul de cette époque-là à avoir persévéré? Alors, je ne suis pas le seul à être devenu professionnel, mais on va dire qu'aujourd'hui, je suis un des derniers à avoir voulu continuer. Après, il y en a qui sont plus danseurs parce qu'ils ont certainement trouvé quelque chose de mieux encore par rapport à leurs propres besoins, tu vois. Mais non, je suis le seul de mon groupe à être resté dans cette lignée d'artistes. Après, l'artiste, la différence entre un professionnel et un amateur, c'est juste que le professionnel, même s'il n'a pas envie, il doit se lever pour aller faire ce qu'il a à faire. Ça ne change rien au niveau de la qualité ou de l'aspiration, tu vois. Pour moi, c'est juste ça, être professionnel. Oui. Donc, c'est clair que des fois, la frontière est très fine. Et alors, ta rencontre avec le monde du swing, parce que ceux qui écoutent ce podcast te connaissent plus pour cet aspect-là, même si on perçoit dans ta danse des touches qui sont autres que swing et qui font du bien parce que ça change. Comment ça s'est passé alors? Ça s'est fait sur Paris? C'était entre guillemets sur Paris. Alors en fait, je travaille dans un spectacle, une adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare, mais en version hip-hop, qui était effectuée au théâtre de Suresnes. Remarque, il y a de quoi faire du battle là-dessus. Ben justement, le truc c'est que donc moi je jouais Benvolio, le meilleur ami de Roméo, et pendant la scène de bal où Roméo rencontre Juliette pour la première fois, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, et ben le chorégraphe avait décidé, donc Sébastien Lefrançois pour le citer, avait décidé d'utiliser une couleur un peu électro-swing. Parce que dans le hip-hop, on a beaucoup de danse sociale, mais la seule danse sociale que nous ne faisons pas, c'est la danse de couple. Donc, il a décidé de faire appel à des danseurs, des chorégraphes de Toulouse, de l'époque. Je n'ai plus le nom du premier, je me semble c'est dommage parce qu'il était aussi un danseur hip-hop et swing. Faut que je retrouve son nom. Je suis désolé. Yvan, merci. Putain, super. Yvan, très inspirante et très humble parce qu'on n'a pas beaucoup vu en devant de la scène, mais très présent et super danseur. Et puis moi, quand je suis arrivé, il y avait plusieurs jours de cours. Quand je suis arrivé, c'était Anne-Hélène Bernard qui, pendant toute la journée, nous enseignait les bases de la danse swing. D'accord, ouais. Au théâtre de Suresnes, donc ils étaient montés. Donc je me suis pointé parce que moi en plus j'étais pas le premier rôle de Benvolio, j'étais remplaçant, tu vois. Donc je suis arrivé à une époque où le premier était parti. Et donc j'ai pris la journée et puis j'ai commencé à entendre, tiens mais je connais cette musique là. Ah c'est marrant, je sais pas qu'on pouvait danser dessus. Ah mais je connais ça là aussi. Mais à la fin de la journée j'avais déjà entendu toutes les musiques auparavant mais je ne savais plus pourquoi ni où, tu vois. Et je me rends compte que c'était des musiques que j'avais entendues soit dans les dessins animés que je regardais à l'époque. Les Tex Avery, tu vois, tous ces trucs-là. Et à chaque fois, c'était les personnages, les dessins animés, que je les voyais danser comme Anne-Hélène et Bernard sont en train de danser. Et ça m'a rendu ouf, en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines après, j'ai pris mes sous, j'ai pris 5 jours d'hôtel à Toulouse. J'ai pris un pass pour le Crazy Rhythm Challenge, un événement qu'ils organisaient à l'époque. Le fameux CRC, Voilà. Et je suis descendu. Et ils ont découvert que j'étais descendu quand je me suis présenté au guichet de leur soirée. Jusqu'à ce qu'ils me disent non mais t'es con ou quoi, pourquoi t'as payé l'hôtel, pourquoi tu vois. Ils m'ont vu, ils m'ont reconnu du stage auquel on s'est rencontrés à Paris. Ils ont été super accueillants, j'ai jamais vu un accueil comme ça nulle part.
Ils m'ont poussé forcément à faire le Charleston Challenge. Le mec, j'ai jamais fait de Charleston de ma vie, tu vois. Ils m'ont poussé à faire un Charleston Challenge. Donc ça, c'est vraiment la mentalité. Ils poussent les gens à se révéler, tu vois, à se faire quand kiffer. ils sentent le potentiel, oui, bien sûr, oui. Oui, et puis c'est aussi... Moi, j'ai pris ça comme une manière de... Tu sais, c'est comme quand tu fais un cercle de bienvenue, tu vois. Moi, c'est un peu le baptême du feu, tu vois. Dans l'hip-hop, c'est un peu pareil. Quand tu dois intégrer un groupe, tu dois te battre, tu dois faire un battle avec tous les membres du club, tous les membres du groupe, pour te sentir intégré. Très souvent, ça se passe comme ça, dans les groupes un peu, tu vois, axés dans les battles. Et moi, qui ai une mentalité un peu de confrontation hip-hop, je me suis dit, bon, s'il s'il m'incite hautement à faire ce battle, qui est évidemment pas à prendre au sérieux, bah oui, ça veut dire que c'est une forme de baptême du feu pour moi, tu vois. C'est la première fois que je vais être exposé au monde, tu vois. Donc je vois les jurys, à l'époque c'était Alice May, Isabella Gregorio, voilà. Donc je me rappelle de ces deux personnes-là. Et puis voilà, je fais le battle, j'arrive deuxième, j'ai jamais fait de Charleston. Wow. Mais ça veut rien dire, tu vois, parce que voilà, c'est juste parce que j'ai fait beaucoup de bruit, je fais mes acrobaties, c'est facile, tu vois, d'attirer l'attention. Donc forcément, l'applaudimètre... Ça fait gagner des points tout le temps. Ça fait gagner des points, tu vois. Oui. Mais c'est une sensation que j'ai appréciée parce que je retrouvais l'esprit un peu hip-hop dans l'intégration, tu vois. Aujourd'hui, je considère que la culture hip-hop est ce que j'ai connu de plus inclusif, personnellement. Et ça m'a fait plaisir de retrouver cet esprit-là, à l'époque, à Toulouse. Tu vois. Donc après ils m'ont dit bah écoute, si tu reviens à Toulouse, tu donnes des cours de hip-hop à nos élèves et puis nous on t'enseigne le swing. J'ai fait ok. Et donc à chaque fois j'allais chez eux, ils m'hébergeaient à chaque fois que je venais. Je payais juste mon billet de train, ils me donnaient des cours, je les enseignais. Et puis ça a commencé comme ça. L'événement d'après, ils m'ont invité pour donner quelques cours aux élèves internationaux. Donc je donnais des testeurs, donc ils m'intégraient déjà dans leur staff. À part entière et me confier une responsabilité d'enseigner des choses pédagogiquement, tu vois. Et puis voilà quoi, ça a été les débuts. Et puis ma vraie apparition internationale s'est faite quand j'étais à Budapest au Lindy Shock sur le bateau. Au Lindy Shock, exactement. Et donc, en fait, il y avait Marcel, qui à l'époque, j'avais rencontré au Crazy Rhythm Challenge, qui m'a dit, qui m'avait vu prendre les cours, qui m'avait vu performer avec Bernard. Marcel était venu au CRC. Ouais. Peut-être pas au CRC ou un autre événement, mais c'était à Toulouse. Un événement d'Anne-Hélène et Bernard. J'ai du mal à le dire, Anne-Hélène et Bernard, voilà. Ouais. Et donc, en fait, je donnais des cours, mes testeurs, et puis il m'a dit, ouais, tu devrais venir à l'Indie Shock et tout, si tu veux, tu donnes deux cours de testeurs, et puis... oui, ils ont beaucoup de testeurs aussi, tu vois, l'Indie Shock, ouais. Je fais OK. Premier événement international où je vais, et puis je vais faire une prestation, tu vois, et puis je fais la fameuse prestation où tout le monde m'a connu, où il y a deux musiques, une musique assez lente, où je suis en mode blues, solo jazz, et puis après je pars en Charleston, et voilà quoi. Et là, les gens ils ont commencé à se poser des questions sur moi. Te repérer, te demander. C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis un moment sur la scène hip-hop qui est inclusive. Est-ce que pour, à titre de comparaison, puisque tu connais les deux, et que c'est assez rare dans l'autre sens que les danseurs de swing connaissent aussi la scène hip-hop, il y en a bien sûr, mais est-ce que tu dirais que la scène Lindy Hop est suffisamment inclusive, pas assez Lindy Hop, je suis restrictif, la scène des danses swing de manière générale. La scène des danses swing. Est-ce que comment tu vois ça? Je vais essayer d'être honnête quand même, parce que je pars en tant que professionnel de la danse solo swing, pour pas dire juste danse swing, parce que j'enseigne essentiellement le solo. Quand je vais être honnête dans le sens où le hip-hop reste beaucoup plus inclusif, que ce soit pour les débutants que pour les personnes qui sont déjà expérimentées mais qui viennent dans un nouveau cercle. Okay. Tu vois, ouais. J'ai eu beaucoup de facilité à m'intégrer parce que j'avais des bonnes âmes autour de moi. Tu vois. Mais pour une personne qui débute, que j'étais, j'ai cependant eu énormément de mal à m'intégrer dans certains cercles, dans certains comment dire,
Ouais, dans certains cercles. Qui étaient déjà installés et qui n'étaient pas forcément ouverts. Oui, voilà. C'est ça Parce que pendant très longtemps, je suis resté le danseur hip-hop qui fait un peu de swing et qui, pour s'excuser de faire du swing, il met des accros hip-hop, tu vois. Et le seul moment où j'étais pris de crédibilité, c'était quand j'ai mis un costume swing. Et pas parce que j'étais en basket. Mais sauf que je dansais pareil que quand j'étais en basket. Tu vois. Oui. Et comme quoi l'habit fait le moine, des fois. L'habit fait le moine. Et c'est une chose qui s'est reconfirmée 5 ans après. C'est-à-dire, tu m'avais dit qu'on allait en parler, mais j'annonce là maintenant. Mais c'est une chose qui s'est reconfirmée, mon point de vue, avec mon regard, tu vois, avec ma sensation, à l'ILHC 2015. Ouais. Voilà. J'étais pas encore danseur swing avant ça. D'accord, ouais. Justement, tu me tends une belle perche que j'attrape. Comment t'es venu à... J'ai cru avoir lu ou entendu, ou peut-être une vidéo de toi qui disait que c'était un peu, pas par hasard, mais que ça s'était... ton inscription à cette compétition, c'était un petit peu... pas forcément hyper préparé, quoi. Je me trompe? Pas du tout. Mais après, c'est toujours prétentieux de dire ça quand on a remporté la compétition. Donc c'est cool que tu me poses la question pour clarifier un peu ça. On va aller un peu deep dans mon histoire personnelle. On est en 2014. Je sors d'une dépression après une histoire sentimentale qui s'est un peu mal passée. Toujours difficile, ouais. Et quand tu es artiste et que le mental te prend autant, ça influe sur tes activités artistiques. Donc j'étais pas très apte à enseigner. Et ce que j'avais besoin, c'est de me reprendre, de ressortir de ça et de créer un spectacle, de créer un truc, tu vois. Oui. Et donc c'est l'époque où j'ai commencé à me dire, voilà, je vais prendre l'année 2015 et pendant toute cette année, je vais faire tout ce que je n'aime pas. Je vais faire des compétitions. Je vais faire des compétitions. Donc la première compétition que j'ai faite, c'était au Snowball 2014, 2014-2015. Je suis pas arrivé en finale, je suis arrivé en maybe. C'est-à-dire que quand t'es pas assez bon pour aller en finale, mais si un désiste, on te met en finale. Oui, d'accord, ouais. Tu es presque. J'y ai presque, tu vois. Donc j'étais entre mon ego qui était bon, à la limite j'aurais préféré ne pas être en maybe, tu vois. Mais après quand j'ai vu que c'était comme ça que ça se passait, beaucoup de gens m'ont dit bon t'inquiète pas, hein, les Suédois ils jugent comme ça et tout. J'ai entendu plein de choses à ce moment-là. Donc j'ai fait bon. Là je commence à découvrir. Quand tu rentres dans la compétition, c'est là où tu découvres vraiment comment les choses se passent. Tu vois. Bon, après ça passe, je commence à créer une chorégraphie, donc je cherche des musiques, je tombe sur la musique de Take 5, la musique elle passe et tout, et puis je sais pas pourquoi, j'improvise, et puis les 1 minute 30 que j'ai improvisées sont les 1 minute 30 qu'on retrouve originalement sur la chorégraphie qu'on voit. D'accord, c'est venu d'un premier... Ça on va en parler longuement, parce que c'est un gros morceau que je voudrais... C'est un gros morceau. Donc ensuite j'ai fait, c'est un truc où j'ai contacté ensuite, j'ai vraiment fait des démarches, j'ai contacté, je me rappelle à l'époque c'était Vicky Adamo, Gas et Alba qui organisaient un festival de blues à Madrid. Je leur ai demandé est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour pouvoir enseigner, etc. Ils m'ont dit ouais, bien, avec plaisir, donne un testeur et puis tu peux performer et tout ça. Je fais ok, je vais performer pour cet événement-là. J'ai fait Tech 5 pour la première fois là-bas. C'était là-bas? C'était là-bas pour la première fois. Même si c'était à Montréal. Ensuite, Montréal m'a contacté parce qu'ils ont vu cette vidéo-là. J'étais là-bas, j'ai fait la deuxième version avec la partie drunk qui n'était pas avant. Voilà, ok, là ça devient une pièce entière, quoi. C'est ça. Et c'était pour le Montréal Swing Riot. C'est ça. Et avec un aspect hip-hop dans leur... Ouais, ils avaient la mentalité avec amusement de confronter les deux cultures, tu vois. Et ce que je trouve génial, c'est que ils mettent les danseurs de swing sur des danses de hip-hop. Ouais. Des danses de hip-hop. Et inversement, les danseurs de hip-hop doivent faire leur passage improvisé ou chorégraphié sur des morceaux de swing. Et le dernier round, chacun retrouve sa musique d'origine. C'est ça. Et je trouve ça, regardez les vidéos de Swing Riot, ça vous met la banane jusqu'à la fin de la vie, quoi. C'est génial. C'est clair. Bon, on en reparlera après, hein, j'imagine, mais autant j'étais à ma forme, j'étais focalisé sur le fait de faire ma performance, mais après pour le battle, j'étais essentiellement spectateur dans le sens où je devenais ouf devant les danseurs hip-hop et je devenais ouf devant les danseurs swing. Ce fait que j'ai même pas pu, même moi, donner le meilleur de moi, tu vois, tellement que j'ai kiffé. Mais bon, ça c'était le truc. Et puis
dans mon truc, j'étais en train de me dire, ok, c'est devenu hyper viral ce que j'ai fait, le Tech 5. Vas-y, je prends mes 3000 € d'économie que j'avais mis comme ça en cas de coup dur. Je me fais un putain de plaisir. Je vais pour la première fois aux États-Unis et je vais à l'ILHC. Et puis voilà quoi. Enfin, chaque fois, chaque année, tu vois les compétitions, tu te dis que tu as les moyens d'aller en finale. Pas parce que le niveau tu peux battre les gens, pas ça, mais parce que tu estimes par rapport à ce que tu sais faire que tu es capable peut-être de faire ceci ou cela. Tu vois, ça arrive beaucoup de se dire ouais, je pense que je peux mieux faire et tout ça. Au bout d'un moment, je me suis dit écoute, Joyce, ferme là, arrête avec ton ego de merde. Si tu te crois vraiment capable de faire ça, ben vas-y au front, tu vois. Ferme ta gueule et fais les choses comme ça. Si tu passes au-delà, c'est-à-dire que si tu vas en finale, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'ego, c'est pas de comment dire overconfidence. Ouais, de la surconfiance. Voilà, c'est pas de la. Voilà. Au moins, ça veut dire que tu es capable de le faire et pas de l'arrogance. Voilà. Donc du coup, moi qui déteste la compétition, je déteste être comparé ou confronté au regard. Je n'aime pas les confrontations à la base, ce qui est assez contradictoire dans le danseur hip-hop. Mais moi, j'aime danser avec les gens et pas contre, tu vois. Mais il faut être confronté à ça, c'est la vie, c'est comme ça. Surtout dans une période de dépression que je passais, où j'avais besoin de confiance en moi, etc. Donc je suis parti là-bas, j'ai fait la compétition, mais je me suis dit, il y a une chose par contre qu'il faudra que tu fasses, c'est que interdis-toi de danser comme tu le fais habituellement. Ah ouais, tu t'es mis ce challenge-là. Rentre dans les rangs. Mets un beau costume, mais sors tous les pas de base qu'ils demandent, ils demandent rien, mais qu'ils estiment attendre d'un danseur swing. Ok, ouais. Et si jamais tu vas en finale, là par contre tu te fais un putain de plaisir. Okay, là tu envoies. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ouais, et je pense que c'est ça qui a été sanctionné dans le sens comme quand on réussit une épreuve, un diplôme, on est sanctionné de celle-ci quand on l'a ou quand on l'a pas. C'est que il y avait toute ta personnalité qui transpirait. Je pense que les juges ont été sensibles à ça, de se dire que là on a affaire à un danseur pleinement lui-même, quoi, et qui change de ce qu'on voit d'habitude et qui fait du bien à la culture. Je pense que c'était deux belles années pour la France. Je crois que c'était l'année d'avant ou l'année d'après où Olive de Montpellier a lui aussi... C'était l'année d'avant, ouais. L'année d'avant, et toi tu arrives juste l'année d'après. Bon ben voilà, c'était 2 belles années pour Cocorico. Je crois que si, Rémi, je pense Rémi a dû le... Lui, c'est l'année d'après, lui. Ouais. Donc on a eu 3 années, en fait. Il a eu aussi l'année d'après. Ouais. Putain, ouais. Et voilà. Il a eu 2 fois de suite, d'ailleurs, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein. Mais bon, en tout cas, il a gagné après. Ouais. Et toi, ça te laisse quel souvenir, ce truc-là? Et j'imagine que après ça, les propositions affluent quand même plus que... Tu t'étais inscrit juste pour la compétition de solo Charleston? Non, j'avais fait aussi l'Open Lindy. Ouais. C'était une des questions que je voulais te poser, si en danse de couple, tu t'étais formé aussi. Oui, je m'étais formé. J'ai gagné l'Open Lindy pour le coup aussi. Ah ouais. Ouais. Yeah. Mais après, voilà, c'est humble, c'est open, tu vois. Mais je suis super fier parce que c'est la meilleure façon d'être pris pour un danseur swing, c'est de faire une compétition swing jusqu'au bout, tu vois. Au bout d'un moment, j'ai dû ravaler mon ego et mon côté caliméro de mais pourquoi ils me prennent toujours comme ça? Et au bout d'un moment, il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu. Il faut prendre leurs codes, apprendre les codes pour ensuite les oublier et être toi-même. Tu vois. C'est comme quand tu apprends à marcher. Tu as envie de marcher avec une jambe, si tu veux, vas-y, hein, mais c'est toujours plus facile avec 2 jambes, tu vois. Et au bout d'un moment, tu oublies que tu marches. Tu avances. C'est ça le plus important. Donc c'est ce que j'ai fait. Après que j'ai eu de bonnes ou mauvaises expériences de la manière dont ça a été pris, ça c'est même plus un problème parce que pour la première fois, pendant cette période de dépression que je traversais, je me sentais être moi-même. Ça doit te redonner des ailes, quoi. C'est ça, ça m'a redonné des ailes. J'ai reçu énormément de messages de gens qui me disaient merci, qui me disaient putain, on peut enfin espérer voir des choses différentes pendant ce genre de compétition. Ouais. Et ça m'a donné énormément confiance en moi. Donc, d'une certaine manière, l'inclusivité dans le swing ne s'est pas passée de manière aussi fluide que dans le hip-hop.
mais elle a été dans l'adversité beaucoup plus gratifiante parce qu'elle est beaucoup plus proche de ce qui se passe dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Ouais, t'es allé le chercher à la sueur du front, comme on dit, quoi. Et du coup, est-ce que après ce passage à l'ILHC, cumulé avec Madrid, Montréal, etc., là, tu sentais que ça y est, ça commençait à aller mieux sur cette scène swing en tant que reconnaissance, ou tu sentais que tu avais encore je sais pas, devoir faire ses preuves encore, même après tout ça? Ce qui était marrant, c'est que au niveau des spectateurs, parce que tu as eu le vote du jury, mais le vote des spectateurs, le vote des spectateurs, avant que j'ai le vote du jury, m'était premier, mais genre loin devant des mastodontes comme Laura ou Vincenzo, Fezzi, tu vois, des tueurs et tout, tu vois. Ouais. Et moi, ça me rendait super content. Et je me rappelle, c'était un des membres qui podcastait la vidéo. À l'époque, c'était en direct sur YouTube. Il montrait le résultat. Je fais mais c'est génial, c'est encore mieux. Même si je gagne pas au niveau des juges, au moins, si j'ai le vote du public, ça me va parfaitement. Ce que j'ai vite compris après, c'est que les professionnels de la danse, eux, ils jugeaient ça totalement différent. Oui. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, c'est qu'à cause de mon background, ils en demandaient énormément, beaucoup plus qu'ils en demanderaient à une personne normale. D'accord, ouais. Au niveau de... Quelqu'un qui vient du Serail, qui vient que du Lindy ou que des danses swing, ils auraient été moins exigeants que... je pense qu'ils ont été beaucoup plus exigeants sur moi parce qu'ils se disent t'es un bon danseur, mais si tu veux réussir, il faut que tu réussisses en tant que swing 100%. Ce que je comprends. Sauf que moi, je suis pas venu pour prendre votre job. Je suis pas venu pour dire que ma manière, c'est ma manière de danser. Et je pense pas que pédagogiquement, ça devrait être votre manière aussi. Tu vois, le swing, à la base, c'est des gens qui pendant toute la semaine, ils travaillent la sueur. Ils travaillent toute leur semaine. Ils attendent qu'une seule chose, c'est que cette fin de semaine, pour aller en soirée, préparer leur meilleur sap et donner le meilleur d'eux-mêmes dans un cercle et espérer se faire repérer ou ne serait-ce que essayer de se faire voir pour se montrer authentique et vivant, avoir de la valeur dans la société, tu vois. Moi, tout ce que je voulais, c'est être moi-même à ce moment-là, tu vois. Donc, qu'on vienne me voir après, qu'on me dise « Ouais, c'est bien, mais par contre, tes mouvements hip-hop, tout ça, je suis... » En gros, tu t'es quand même, de ce que j'entends, heurté un petit peu de plein fouet à une vision conservatrice des danses swing qui est « Non, on ne peut pas la bousculer, la dépoussiérer Totalement. Avec d'autres choses. » Et une vision plus progressiste qui voudrait que... du moment qu'on en connaît les racines, qu'on les respecte, mais qu'on tire la danse vers autre chose, c'est toute l'histoire des danses. Elles ont tout le temps été le résultat de mélange. C'est assez étonnant. Totalement. Mais c'est là où c'est vraiment compliqué, c'est que, et là, c'est avec beaucoup d'émotion que je parle, tu vois, là-dessus, parce que chaque fois, ça me met la chair de poule, mais tu sais, c'est très déstabilisant pour une danse qui a inspiré celle d'où je viens, et que dès qu'on réinjecte ça dans la danse d'origine, pour eux, ce n'est pas normal. Et c'est ça qui est assez troublant. Ce qui est assez troublant, tu vois. C'est comme si, par exemple, pour créer la danse, on va dire que le Lindy, c'est du blanc et du noir, d'accord. La danse hip-hop, c'est le gris. C'est le mélange des deux, tu vois. Enfin, voilà, c'est du gris. Et moi, quand je réinjecte un peu de gris dans un peu de nuance, pour le coup, dans le blanc et le noir, là, c'est problématique. Mais là où c'est encore plus problématique, c'est quand moi, qui suis inspiré de Fred Astaire, de Bob Fosse, de Michael Jackson, qui eux, Nicholas Brothers, qui sont des danseurs de cette époque-là, qui ont vraiment le vocabulaire qui s'apparente à être aussi identifié comme des choses du swing, en partie. Quand moi, je suis amené à faire ces choses qui ne se font pas en général dans les scènes swing, qui ne se font même pas dans la danse hip-hop, et parce qu'on les a jamais vus, on ne les voit jamais, quand moi je les intègre, c'est forcément hip-hop. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je pense que peut-être que tout simplement,
tu es un danseur chorégraphe à part entière et que parfois certaines scènes sont pas encore prêtes à ça, tout simplement. Moi je pense à ton gros morceau sur Take 5 avec la partie post grosse fête où tu incarnes un personnage après une grosse fête, puis la chorégraphie sur Take 5, déjà le choix du morceau, et puis tu racontes un truc, et c'est assez rare. Bah, je racontais totalement ma dépression en fait. Le mec qui rentre bourré chez lui, c'est un mec qui a été boire parce qu'il a envie d'oublier son passé, et puis un matin il faut qu'il se réveille. Et voilà, il se reprend en main. Qu'ils se reprennent, ouais. Sauf qu'au lieu de danser sur du 8 ans, on va danser sur du 5 temps. Pourquoi ? Parce que la vie, c'est comme ça. Pour pouvoir changer des choses dans ta vie, il faut faire un vrai changement. Donc on va faire comme si on danse sur un 8 ans, mais ça va être du 5 temps. Moi, c'est ça que j'ai trouvé absolument fabuleux. C'est-à-dire que c'est l'incarnation même du morceau qui fout la trouille à n'importe quel danseur de swing. Forcément, quoi. On n'est plus sur la structure, sur le tempo. On n'est plus sur quelque chose sur lequel on est à l'aise, et à la fois il y a des résurgences quand même de swing, et ça tire vers autre chose. Et on est vraiment typiquement dans une nuance grise, comme tu disais, et finalement ça fait sens que tu aies fait ça. Et encore une fois, chapeau. Moi j'ai eu la chance de te voir la faire au Chalet du Lac pour le Lindilicious. Ah d'accord, ok. Là, je crois que c'était le dernier jour. Ouais. Et j'étais ravi de le voir en vrai, de te voir faire ça autre part qu'en vidéo. Je crois que c'est une des seules fois où tu l'as fait. C'est une des dernières fois où je l'ai faite même, parce que les gens demandaient que cette performance-là. Ouais. Et moi, je suis un peu un flemmard. Je n'aime pas trop travailler. J'aime juste aller en soirée et kiffer. Ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de performances. Ça, c'est mon côté hip-hop. C'est mon côté hip-hop, c'est d'aller en soirée et de faire des cercles, tu vois. Mais oui, c'est une des dernières fois où je l'ai faite. Et oui, Lindilicious au Chalet du Lac, effectivement. Ouais. Et tu disais que la petite minute 30 qui était sortie immédiatement sur cette chorégraphie de Take 5, de Dave Brubeck, tu l'as trouvée immédiatement, en fait. Comment tu as construit tout le truc autour, et comment ça s'est mis en place, ce truc-là ? Bah, en fait, même si la construction n'est pas swing dans la signature musicale, bah moi, mon vocabulaire, il était swing, tu vois. Ouais. C'est comme mettre une musique classique et danser du hip-hop dessus. Je suis pas danseur classique dès que je me mets à danser sur une musique classique, tu vois ce que je veux dire. Et inversement. Mais c'est le vocabulaire pour moi qui comptait. Donc ce que je mettais en impro comme ça, je faisais un petit test, une expérimentation. Tiens, ce step-là, le break de fin de Chim Cham, tiens, il rentre, je peux le rentrer en 5 temps plutôt qu'en 8 temps. Tiens, on va voir s'il y a d'autres pas qui rentrent comme ça. J'ai fait 1 minute d'impro comme ça, en me baladant, en marchant, en me tenant debout, etc. En prenant les musiques, parce que je la connaissais par cœur. Enfin, je la connais par cœur, cette musique. Et voilà, l'affinité que j'ai avec la musique et l'affinité que j'ai avec mon corps fait qu'il y a eu un match. Et les 1 minute 30 dont je te parle, c'est en général, c'est l'improvisation. J'ai pas changé une seule chose. Ah oui. Et après, peut-être que j'ai fait évoluer la narration, tu vois. Oui, mais... voilà. Est-ce que la construction de ce qu'il y a autour, qui est venu s'agrémenter en plus, est-ce que ça a pris du temps de vraiment peaufiner le truc ? Ah ouais, ça a pris du temps. Par exemple, quand j'ai fait la première fois à Madrid, il n'y avait pas la partie drunk juste avant. Il y avait juste la musique, Take 5, et ça s'arrêtait là, tu vois. Et puis la partie où tu as toutes les percus à la fin, c'est de l'improvisation. Okay. Jusqu'à ce que je reprenne à la fin, quand quand la mélodie reprend, voilà, je reprends la partie du refrain, quoi, du chorus. Mais quand par exemple j'ai fait évoluer le storytelling, c'est vraiment pour Montréal, tu vois. Oui. Je me suis rappelé à quel point j'étais content d'avoir pu faire ce que j'avais envie de faire, parce qu'à la base je cherchais une musique qui serait bien pour les danseurs swing, comme ça je suis un danseur swing. Sauf que quand je rangeais mes dossiers, etc., il y avait la musique qui passait, Take 5, j'aimais bien et tout ça. Et puis j'ai un moment, je sais pas pourquoi, j'ai lâché l'ordinateur et je me suis mis à danser. Mais non, mais c'est ça que je devrais faire. Tu vois ? Yes, des fois, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Et puis du coup, donc, je me suis dit, écoute, je vais me faire plaisir. C'est un événement blues. J'arrive avec une musique en 5 temps qui n'a rien à voir en plus, tu vois. Donc
Je vais me faire plaisir, et puis ça a plu aux gens. Donc si ça plaît aux gens que je sois moi-même, putain, il faut que j'apprenne à m'aimer aussi là-dessus, quoi. Il n'y a pas de raison. Et donc à partir du moment où j'ai fait ça, ça a été un déluge de messages. Et puis aussi un truc qui était super drôle, c'était qu'il y avait certains danseurs swing qui avaient déjà fait des trucs sur Take5 et qui m'envoyaient des vidéos. Mais les pauvres, ils n'avaient pas cette notoriété que j'avais et cette reconnaissance-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas connus. D'accord. Donc moi, je me ramassais toute la... Et c'était intéressant ce qu'ils te montraient ? Bah, c'était super intéressant dans le fait qu'ils avaient cette ambition-là de vouloir faire quelque chose de différent. Oui. Mais c'était... j'ai envie de dire pure swing pour que vraiment on comprenne. C'est des vrais danseurs swing. Et leur proposition sur Take5, c'est des swing out et des trucs... C'était pas swing out, mais c'était solo. Ouais, okay. J'ai en souvenir la performance d'une personne de Nouvelle-Zélande, je crois. Wow, yes. Qui m'avait envoyé sa vidéo, et c'est un musicien aussi. Il joue du saxophone. Okay. Donc il danse au début, et puis après il se met à jouer, et puis après il danse. Tu vois ce que je veux dire ? Aussi. C'est super. Ouais. Après, tout ce qui est technique, la qualité de la performance, c'est autre chose, mais la démarche, elle est super ambitieuse, et j'adore ça, tu vois. Et cette personne-là n'a pas eu cette reconnaissance par rapport à son travail, parce que ce n'est pas un danseur connu. Quand tu es connu ou pas connu, l'appréciation de ce que tu fais est vraiment différente. Ouais. Tu vois. Après, il y a aussi, avec la célébrité, l'attente, la pression, être au rendez-vous, pas décevoir, il y a aussi tout ça qui vient... C'est sûr. Se rajouter, et c'est compliqué, quoi. Bah ça, c'était des données qui sont entrées en compte quand je cherchais la musique, quelle musique je vais prendre pour pouvoir faire ma prochaine performance. Et que j'ai abandonné pour Take5 au final, parce que c'est une musique qui m'a parlé, je l'ai prise, et j'ai été moi-même, et les gens m'ont apprécié pour ce que je suis. J'ai fait peur à d'autres gens, ça c'est sûr, parce que les gens, quand ils aiment un truc, ils n'aiment pas voir cette chose-là changer. Oui. Mais d'une certaine manière, le swing ne leur appartient pas plus qu'il m'appartient. Exactement. Puis voilà, c'est un classique pour tout le monde. C'est un classique pour tout le monde. Il y a un truc aussi comme ça, j'ai une autre idée en tête, c'est dès qu'on touche à un classique, il y a un côté non, malheureux, c'est un classique, tu peux pas... Blasphème, tout ça, ouais, mais ça c'est trop cool. C'est le principe des gens qui ne se sentent pas dans la capacité d'évoluer. Mais il faut savoir que ces mêmes gens qui m'ont littéralement craché à la gueule lorsque j'ai fait mes performances, pendant que tout le monde, plein d'autres personnes m'envoyaient beaucoup d'amour, ce sont les personnes que tu retrouves voir sur les pistes de danse à faire des moonwalks ou bien des isolations de coups comme des robots, tu vois. Donc il y a un changement, j'ai envie de dire. Mais après, voilà, c'est... Les changements viennent en général après un gros coup d'audace pour soi. Ouais. Pas pour pouvoir bousculer la fourmilière des autres, en fait. Moi, je l'ai fait pour moi. C'est juste qu'il y a des gens qui ont été témoins. Voilà, ils ont vu un buffet qui semblait beau, ils ont goûté, ils ont apprécié. Bah tiens, mais je vais tenter ça chez moi aussi, tu vois. C'est tout. Il n'y a pas eu d'ambition de vouloir changer quoi que ce soit. Moi, je voulais juste être moi-même à la base, tu vois. Et puis voilà. En tout cas, merci pour ça, pour nous avoir donné ça, parce que en plus c'est immortalisé en vidéo, on le retrouve facilement sur YouTube un peu partout, avec différentes endroits où tu l'as performé. Ouais. Et ça m'a beaucoup ça m'a apporté une visibilité de dingue cette performance-là, jusqu'à Fortnite quoi. Fortnite, Epic Games qui m'ont contacté. Ils m'ont dit on aime bien votre vidéo, on veut reprendre les pas que vous faites là pour les affilier, pour les mettre sur les personnages de notre jeu Fortnite. Et donc tous nos bambins, et pas que bambins, des fois. Pour ceux qui cherchent d'ailleurs, le truc ça s'appelle le Slick, S-L-I-C-K, et vous retrouvez, ils ont même fait la musique en 5 temps. Ouais. C'est-à-dire que ça respecte la signature de musicale que j'ai moi-même opté pour ma chorégraphie. Ça va à ce point-là. Donc j'ai fait une petite vidéo comparative où on voit vraiment les trucs. Donc ça a été jusque là, quoi, ce qui est dingue. Moi j'avais cru comprendre qu'il te l'avait pompé. Here, Bastien Rieu. Et d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai mis lorsque je l'ai posté, c'est que détendez-vous les gens. Peut-être qu'ils ont piqué des choses, mais c'est juste parce qu'ils n'avaient pas accès aux propriétaires de ces vidéos et que la demande de la hype était tellement forte qu'ils ont fait ça a posteriori. Moi, ils m'ont envoyé un mail avant de pouvoir... parce qu'il y avait les crédits sur les vidéos. Donc forcément, c'est plus facile, tu vois. J'avais compris l'inverse, moi. Non. Moi, ils m'ont contacté dès le début. Ouais, ok. On a négocié le prix, on s'est mis d'accord, et puis voilà, quoi. Ouais. Quelques semaines après. T'es dans Fortnite, quoi. Je suis dans Fortnite, bordel. Je suis même pas dans Just Dance, mais je suis dans Fortnite. Donc...
Ouais, c'est vrai, on n'en parle pas souvent aussi du jeu vidéo, mais il y a de plus en plus de liens entre danseurs et jeux vidéo. Ce sera peut-être le sujet un jour. En tout cas, c'est vraiment pour parler de la portée qu'une telle chose, qu'une chose qui a été si importante dans ma vie peut avoir auprès, ne serait-ce qu'auprès des gens, mais auprès des personnes qui ne me connaissent absolument pas, tu vois. Donc voilà. T'as un coup de cœur de cette performance quelque part? Moi, j'ai vu Madrid... Montréal, Paris, et puis je sais plus où aussi. Madrid, ça reste la plus forte émotionnellement. Ouais. Après, forcément, Montréal, c'était un accueil de dingue. Mais Madrid, c'était la plus forte pour moi émotionnellement parce que j'ai pleuré après, vu que je donnais tout, tu vois. Et donc après, c'est vrai que Montréal, c'était quelque chose de fou parce que tu avais vraiment le cadre qui était bien, tu avais vraiment les danseurs hip-hop qui étaient là, les danseurs swing qui sont hyper ouverts. C'est une communauté swing que j'ai rarement vue aussi... comment dire, dans inclusive, vraiment dans l'esprit. Ouais, c'était vraiment un de mes meilleurs événements d'ailleurs. Ils n'étaient pas obligés de m'inviter, ils m'ont payé le billet pour venir, pour performer, quoi. C'est dingue. Ils m'ont hébergé chez eux, ils m'ont ouvert les portes de chez eux, tu vois, c'est des gens qui sont super adorables. Et voilà, quoi, c'était une super expérience. C'est un cadeau, tu vois. La fameuse hospitalité québécoise. Bah ouais, et puis... Plus gentil qu'un Québécois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je me posais une question, c'est... donc, tu parlais du spectacle Roméo et Juliette. Est-ce que du coup, tu faisais aussi... est-ce que tu étais aussi en même temps comédien, tu avais du texte, etc. Ou c'était uniquement centré sur la danse? Est-ce que tu as déjà... est-ce que tu as un peu de parcours en tant que comédien aussi? Alors, pour la première question, c'était uniquement en tant que danseur dans Roméo et Juliette. Il y a uniquement de la danse. Et le peu de mots qu'il peut y avoir dans cette pièce étaient des gros melots. Donc, c'est-à-dire que tu parles qu'avec des syllabes, mais qui, les unes après les autres, constituent un mot, mais qui n'est pas du tout compréhensible. Tu vois. Je pourrais pas le faire, je sais pas du tout le faire et je suis pas après là. Mais en tout cas, c'est des gros melots. Mais après, pour tout ce qui est comédie, j'ai de l'expérience en tant que comédien. J'ai fait, comme je t'avais dit au début, une école de théâtre. Mais j'ai fait vraiment quelques mois et c'est honteux de dire que j'ai fait une école de théâtre à ce niveau-là. Maintenant, là, personnellement, ça fait depuis septembre que je suis en train de me former en tant que comédien dans une école professionnelle. C'est 4 jours par semaine, 3 heures par jour, non-stop. Donc je bouffe des textes. Je fais essentiellement que ça. Et je réfléchis avant de dire, mais je vais le dire, je prends beaucoup plus de plaisir à faire ça que danser. Que danser. Ce moment, Ah ouais. Puis en plus, j'imagine qu'avec la situation sanitaire mondiale, se projeter dans des métiers du spectacle, ça semble peut-être dans un premier temps plus faisable que... encore hier, je me baladais dans Paris, je suis tombé sur des petits tournages. Hein. Il y a encore quand même des tournages qui ont lieu. Ouais, il y a beaucoup de tournages. Tout ça continue, difficilement, mais continue. L'exposition est différente, les salles de cinéma sont toujours fermées, etc. Mais il y a des possibilités. La danse, ça va prendre du temps. Mine de rien, revenir, mais ça va prendre du temps. Mine de rien, c'est pas si différent que ça entre la danse et les comédiens. Pourquoi ? Parce que j'ai quand même eu la chance de continuer à tourner des plateaux télé avec les artistes avec lesquels je bosse. Donc j'ai beaucoup dansé, notamment pour tout ce qui est Nouvel An, Noël, tu vois. Je parle en l'occurrence pour les Rita Mitsuko. Parce que je danse avec eux, avec la chorégraphe Marion Motin, chorégraphe de Stromae, de Chris and the Queen, Angèle aussi, voilà, dernièrement. Donc il y a des opportunités qui nous permettent de travailler quand même en tant que danseur, mais évidemment, comme tu l'as dit, c'est en termes de tournage, tu vois. C'est sûr qu'en tant que comédien, si tu es sur un programme télé, c'est clair que c'est propice, c'est nickel pour toi, tu vois. Ok, ouais. Mais l'avantage que j'ai aussi, effectivement, c'est que comme je suis dans une école professionnelle, c'est pas une formation comme une école de danse, tu vois, c'est vraiment professionnel. Du coup, ça reste ouvert. Même en cas de confinement, etc., ça reste ouvert comme une entreprise reste ouverte, comme un lycée reste ouvert, comme les métros restent ouverts, on va dire. Donc, oui, ça, c'est pas étonnant parce que vraiment, hein, si on regarde ce que tu proposes sur Take 5, il y a une
un mélange de comédie évidente. Il y a un vrai travail de théâtre, de mise en scène du corps qu'on voit très rarement dans les danses swing. Moi, j'ai que de très rares exemples. Je pense à Maka et Angélique, je pense à Ron en Israël, qui ont des propositions comme ça, qui mêlent un petit peu, on va dire, spectacle au sens large, plutôt que quelque chose centré sur la performance. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans la scène swing, et je n'ai assisté quasiment qu'à des performances pures de danse, qui sont très sympas. Il y a toujours le petit machin technique à picorer, le petit truc rigolo à un moment, ou machin. Mais globalement, ça tourne autour de la performance, quoi. Oui, c'est ça. Mais après, en plus, tu as mentionné Ron, qui est une personne que j'adore. On a performé ensemble l'année dernière au Dragon Swing. Donc voilà, il n'y a pas de secret. C'était fort aussi, ça, ce truc. Hein. Comment ? C'était fort aussi, ça. On s'est bien amusé. On a fait ça vraiment... on a fait ça vraiment très rapidement, hein, mais... Ça faisait, genre 1 an avant ça, on s'était contacté. Ouais, viens, on essaie un truc sur cette musique et tout. Il m'envoie la musique. Je lui fais un montage pour que ce soit plus court parce qu'il y avait 2 versions de la même musique qui nous plaisaient. Okay, ouais. Donc on a mélangé un peu, tu vois. Et puis ça s'est laissé perdre dans les mails. On s'est pas recontacté. Et puis parce qu'on n'avait pas aussi de stage où on allait enseigner ensemble. Et puis dès que j'ai vu qu'on allait enseigner ensemble, je lui ai fait il serait temps quand même, tu vois. Et puis moi, je t'avoue, hein, je vais te dire la vérité. Hein. Moi, je t'avoue, j'avais la flemme de faire un show tout seul. Oui. J'avais la flemme, tu vois. Et je me suis dit, voilà, qu'une personne, c'est plus stimulant. Ça pousse. Et qui de mieux qu'un ami et qu'une personne qui a sa propre touche et son envie d'être... Il a aussi des notions de danse hip-hop. Mais je ne savais pas. Mais c'est évident, oui. Oui, mais c'est qu'il les montre pas. Oui. Il les a complètement fermés, tu vois. C'est-à-dire que à l'instar de moi, où je suis toujours danseur hip-hop aujourd'hui et danseur swing, lui, il est danseur swing avec des notions hip-hop, ce qui est différent, tu vois. Moi, je peux être 100% hip-hop et 100% swing du mieux que je peux, les 80% swing pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais le truc, c'est que moi, j'ai été professionnel hip-hop avant de venir dans le swing. C'est pour ça que ça se voit davantage. Mon corps ne peut pas perdre ça, tu vois. Ouais. Mais oui, Ron, il a toujours... Moi, je l'ai vu, qu'il était dans cette notion de hip-hop. Mais après, encore une fois, ce qu'il aborde, ce sont des choses qui viennent avant tout du mime. Et du mime qui est vraiment très... à l'époque, vraiment concerné du swing, quoi, tu vois. Mais même, il y a presque... Il y a presque aussi, si je me réfère au cinéma, il y a aussi... dans tout ça, des personnages, une posture du corps qui rappelle un peu les personnages burlesques, comme Charlie Chaplin, Buster Keaton, ou plus après, à des Jacques Tati, d'une manière parfois de jouer un peu sur quelque chose d'un petit peu gauche, où le corps, d'un coup, bloup, perd un peu contrôle. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, même les cartoons, moi, à la base, les inspirations, les 90% des mouvements que je fais au-dessus de ma danse swing, ça vient des cartoons. Ouais. Je te parle de Skeleton Dance, je te parle de Minnie the Moocher de Cab Calloway. C'est plein de trucs, c'est des cartoons. Ouais. Les yeux, les mouvements rapides, tu sais. Ouais, c'est vrai que tu fais vachement de trucs avec tes yeux. C'est des cartoons, tu vois. Ouais. Mais comment tu peux faire comprendre ça aux gens lorsque ils te voient comme un danseur hip-hop, tu vois. Il y avait un moment donné, je me rappelle, alors ça, j'ai perdu mon temps à le faire, mais je l'ai fait qu'une seule fois. Hein. J'ai préparé un dossier avec les vidéos d'où venait tel mouvement que je faisais. Parce que les gens n'étaient pas d'accord avec le fait que je le fasse. Le twips, le mouvement où je descends sur mes genoux. Ouais. Tu vois, un exemple. Ça vient d'une vidéo d'un ballet russe. Ah oui, ok, oui. Un ballet russe de 82. C'est un mouvement que j'ai vu de là-dedans et que j'ai fait évoluer pour que ça ressemble à ce que ça ressemble aujourd'hui. Ouais. Mais ça vient de ballet russe. Le fait que les genoux se tournent comme ça, ça vient de chez eux. C'est là que j'ai vu en premier. D'accord. Plein de choses comme ça. Des mouvements de claquettes que j'ai fait évoluer ou des trucs comme ça, tu vois. Et s'il y a vraiment un mouvement hip-hop que j'ai pu mettre dans la danse swing, c'était un truc qui, avant d'être hip-hop, était autre chose déjà. Ouais. Tu vois. Donc c'est pour ça, c'est très compliqué de les appartenances. C'est juste qu'aujourd'hui, on voit... C'est comme le patinage artistique, tu vois. Il y a des figures qui sont emblématiques, c'est comme ça. Mais il y a une personne qui va venir avec un salto,
elle va être, Ah bah oui. elle va être sanctionnée. Tu penses à Madame Bonali. Madame Bonali. Excellent podcast sur Binge Audio, 4 épisodes sur son aventure que je vous conseille, qui est fabuleux. Yes. J'essaierai de retrouver le lien, de le mettre dans le descriptif. Et d'ailleurs aussi, sur Netflix, il y a une série de reportages qui s'appelle Losers. Ouais, je connais pas. Et qui évoque ces champions, ces personnes emblématiques sur des moments de leur vie où ils ont entre guillemets perdu, mais ils ont perdu médiatiquement, mais gagné en estime parce que voilà, pour exemple, Soria Bonali, elle a refusé de porter la médaille, ils l'ont décorée seconde après avoir fait ce salto, mais elle a enlevé la médaille et depuis elle a été exclue de ces compétitions. Mais elle a gagné le respect de tout le monde entier grâce à ça. Clairement. Et c'est une de ces reportages là qui est très intéressant de regarder en l'occurrence. Voilà, Losers, ok, je mettrai aussi. Là présentement, on t'a vu récemment dans pas mal de clips récemment l'année dernière sur celui du Hot Sugar Band qui correspondait à la sortie de leur nouvel album, du Caravan Palace aussi, également aussi. Ouais. C'est un truc qui te convient d'être de plus en plus convié comme ça à venir irriguer des éléments différents un peu, ça nourrit, ça remplit ton paysage de danse. C'est aussi un exercice que tu aimes bien, ça? Oui, j'aime beaucoup parce que d'autant plus que... Tu chorégraphes aussi en plus sur ces... je chorégraphe. Bon, en l'occurrence, pour Hot Sugar Band, c'était très facile parce qu'ils m'ont dit, voilà, on aimerait bien que tu sois sur ce morceau-là. En fait, je les avais rencontrés quelques années auparavant à Hong Kong. Et j'avais dansé sur une de leurs musiques. Et puis, ils jouaient la musique en live. Donc, je me suis dit, putain, mais c'est trop bien. Donc, au lieu de prendre ma bande-son, alors, je vais jouer sur leur musique. Tu vois. Et la rencontre s'est super bien passée. Et depuis, tu sais comment c'est quand on se dit, ouais, faut qu'on fasse un truc ensemble, etc. Ça prend du temps. Oui. Et bien, un jour, ils m'ont appelé pour ce clip-là. On aimerait que tu danses dessus. Ça va se passer à tel endroit dans Paris. Chorégraphie, fais ce que tu veux, on te fait confiance. Moi, je suis venu avec un concept. Avec les lieux, on a déterminé comment on pourrait filmer. Là, ce sera un plan séquence. Là, on va prendre ici et tout ça. Est-ce que je peux faire un peu de genre, je fais du playback et tout ça? Ils ont fait, ouais, c'est génial et tout ça. Et puis, ça a été tout seul, quoi. Ça a été super simple. Et ça a donné le clip With the Ice Wing, que tout le monde peut voir maintenant, à présent. Pour Caravan Palace, c'était... il y a plus d'effets, déjà, là. Oui, il y a plus d'effets. Caravan Palace, à la base, il m'avait contacté, donc Sonia m'avait contacté en décembre 2019, voire peut-être un peu avant, ne serait-ce que pour mettre en place et chorégraphier, parce qu'ils partaient en tournée, chorégraphier leurs concerts et éventuellement tourner avec eux, donc être leur danseur sur scène. Moi, j'étais encore en tournée avec Jean-Paul Gaultier, donc je leur ai dit... Oui, c'est vrai, t'as fait ça aussi. Monsieur est partout. Je leur ai dit, je suis en tournée avec Jean-Paul Gaultier, je peux pas, mais je vous mets un danseur à disposition qui, je pense, remplira le contrat sans problème. Donc j'ai mis Diego Hotsuite sur le truc. Donc, Diego, il est dans Swing Delight, je crois. Là. C'est ça. Pareil, il vient de la danse hip-hop. Et puis il s'est mis au swing. Voilà, quoi. Et donc voilà, j'ai de hyper loin, j'ai orchestré un petit peu comment, à quel moment ils pourraient se rassembler sur scène pour chanter ensemble, à quel moment il y a juste une personne qui bouge et l'autre qui bouge pas, etc. À quel moment Diego il doit rentrer. Bien sûr, ils me disent, voilà, là on aimerait qu'il y ait un danseur. Là, enfin, tu vois, je travaille avec eux, quoi. Ouais. Et puis après, il y a un an qui s'est déroulé avec des concerts annulés, forcément. Et puis ils m'ont demandé de chorégraphier, d'être présent pour ce clip, en l'occurrence. Et Diego qui est au premier rôle, et moi qui fais le robot et qui chorégraphie les différentes scènes par rapport à ce qu'ils ont besoin. Voilà, on aimerait bien que Diego fasse ceci, on aimerait bien que Sonia fasse cela. Comment tu vois les choses et tout ça? Je donne mes idées. Et puis après, ils disposent. Voilà. Yes. Voilà, c'est simple, très simple. Tu peux nous dire quelques mots sur cette aventure dans la haute couture? La haute couture, très Comment simple. C'est Casting, audition. Plusieurs étapes de casting. La première, tu marches 30 secondes droit vers eux. Merci ou à tout de suite, tu vois. Pour ce job, tu as fait mannequin, en fait.
Non, mais en fait, alors, c'est même pas mannequin, c'est qu'ils cherchaient vraiment des danseurs. Enfin, en fait, ils cherchaient des personnalités, même, pour te dire. Ils cherchaient même pas forcément des danseurs, mais des personnalités. C'est-à-dire que la première descente, on appelle ça une descente, quand tu marches vers eux comme ça, il fallait pas marcher comme un mannequin ou faire le mannequin, mais il fallait pas juste danser aussi. Il fallait flamber, tu vois. Ok. Fallait faire faire le clown, tu vois. Ça, tu montres un peu, si tu peux jouer un peu la comédie en même temps, si tu sais bien bouger, si tu es bien avec ton corps, si tu sais bien, tu vois. Là, après. Une ligne libre. Une ligne libre, voilà. Et d'ailleurs, Mister Bastien, le house host, était là. On était postichés ensemble d'ailleurs. Ouais. On se retrouvait ensemble parce qu'on était les deux à avoir vraiment le profil swing, quoi, tu vois. Ce qui était cool. Donc du coup, c'est la première étape. Puis après, la deuxième étape, c'est une chorégraphie sur la musique de Gage Paty, Étienne. Là, oh, tu l'as bien. Sérieux. Donc Mario Motin qui chorégraphie ça. Donc c'était de très sexuel et tout ça. Bah ouais. Et moi, c'est juste que c'est pas ma personnalité, donc du coup, autant t'avais des gens qui étaient en string, barésie, qui se touchaient, qui se frottaient au sol. Je me rappellerai toujours d'un mec, je sais pas si tu t'en souviens, Bastien, un mec qui est en caleçon, sur son caleçon, il y avait plein de bandes, c'était une bande dessinée de dessiner, pardon. Il avait des lunettes, mais il était vraiment poilu. Hein. Des grosses bottes, caleçon un peu jaune, bande dessinée, et lunettes. Et tu vois, mais c'était son style, tu vois, assumé et tout. Attends, tu vois. Haute couture, quoi. Haute couture. Non, après, je vais dire la vérité, il y en a plein qui se sont dit, ouais, c'est Jean-Paul Gaultier, c'est le couture, il est homosexuel, ok, je vais me faire une mode chaudasse, il va être content, il va me prendre et tout, je serai dans le truc. C'est pas du tout ça. même chez les gens concernés, il y a des clichés, tu vois, donc c'était assez drôle de voir ça. Bien sûr, ouais. Moi, ce que j'ai apprécié, si je peux apporter un truc, c'est que... Est-ce que tu veux que je te passe le micro, peut-être ? Ah ouais, allez, vite. Prends le mic. C'est que c'était ouvert à tout le monde. Et ça peut rebondir sur le swing, parce que c'est pas le sujet de Jean-Paul Gaultier, mais ça rejoint le swing qui s'adresse à tout le monde quand on voit des gens... Tu sais, on est à Port-Marie, on danse dehors et les gens débarquent et disent « Ah ouais, mais ça a l'air hyper compliqué, et en fait pas du tout quand tu t'y mets. » Ben là, ce que j'avais apprécié, c'est que moi qui n'ai pas de formation typique ou qui n'ai pas l'occasion de passer des auditions de danse pour des projets comme celui-là, parce qu'il faut avoir des formations de modern jazz ou alors être qualifié dans un style particulier. Ou de voguing, il faut voguer à fond. Là où j'avais été scié, c'était que, comme tu l'as dit, ils recherchaient des personnalités, et c'est la seule audition où j'ai pu, enfin pas la seule, après il y a eu des trucs qui s'adressaient en fait pas du tout à moi au final, bref. Mais là pour le coup, je me suis dit ok, il y a moyen. Il y a moyen, et bon évidemment moi j'ai sauté à la deuxième étape, mais ça a été déjà très gratifiant de se dire bordel, moi qui n'ai pas de formation solide, notamment comme Joyce avec le hip-hop, j'arrive à ce moment-là et je me dis ok, merci à des projets comme ça de donner l'opportunité aux autres de venir s'exprimer, même s'il n'y a pas d'aboutissant. Du coup, tu es reparti avec un parfum, même pas ? Même pas, avec un sourire. Avec un sourire, on paye non, un mais sourire. Non, mais c'était très agréable comme audition. Ouais. J'ai un bon souvenir aussi. Voilà, bon, enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais on parle de parcours de danse, et moi je retiens ça. D'accord. Avec le petit boboon à midi avec Joyce. Ouais. C'est clair. Alors, c'est un boboon, alors là... merci Bastien pour tout ça. Be my guest. Après, je sais pas, je peux continuer longtemps sur l'audition. Hein. Enfin, après, peut-être que tu veux qu'on abrège sur ça. Non, c'est cool, ouais. Et alors, du coup, après, le but, c'était de quand même faire la promotion d'une nouvelle collection de vêtements, c'est bien ça ? Alors, ou pas ? Alors, en fait, non. Non. En fait, c'est un spectacle autobiographique, si tu veux. C'est un spectacle c'était pour son au revoir, non ? Alors, même pas encore. Pas encore. Ah, ok. En gros, il fallait raconter l'histoire de Jean-Paul Gaultier, qui est assez fascinante. Oui. Et comment la raconter de manière aussi spectaculaire, enfin autrement qu'avec un spectacle, en fait. Lui, il a toujours, même s'il a fait de la mode et tout ça, il a toujours adoré les spectacles, les revues, tu sais. D'ailleurs, historiquement, dans le spectacle, c'est ce qu'il dit, tu vois. Il dit qu'il regardait la télé avec sa mère,
Et il a vu les femmes qui descendent de Folies Bergère, tu vois, avec les plumes de partout, les seins à l'air, qui descendaient sur scène. Et c'est ça qui l'a rendu complètement dingue et qu'il a commencé à créer, tu vois. Les seins iconiques de Madonna et tout ça vient de ce qu'il avait vu à l'époque, tu vois. Ok. Donc en fait, il a toujours voulu créer ce genre de spectacle, une revue, tu vois. Et donc il cherchait des freaks, des personnages. C'est comme si en fait il constituait c'est comme s'il constituait des jouets. Il cherchait des jouets, si tu veux, tu vois. Un jouet qui est comme ça, un autre jouet qui est comme ça, pour constituer un petit peu ces personnages qu'il s'inventait quand il était enfant. D'accord. Et s'amusait à les mettre dans des situations de sa vie, tu vois. En l'occurrence, l'anecdote très simple connue, entre guillemets, de la première fois où il est allé en Angleterre, où quand il se baladait avec Boy George et qu'en fin de soirée, ils étaient là, vas-y, viens, on va dans des quartiers un peu chauds et tout ça. Boy George qui fait non, c'est bon, je vais rentrer chez moi. Et que Jean-Paul Gaultier continue à se balader et puis qu'il retrouve Boy George dans un club en train de se faire fouetter incognito. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et ça, c'est des trucs qu'on met dans le spectacle. Okay. Tu vois. Un jour, il y aura un biopic film sur lui, c'est sûr. Ah, probablement, ouais, ça c'est sûr. Mais en tout cas, le spectacle raconte très bien tout ça. Et c'est en l'occurrence pour ça que ce n'est pas uniquement de la danse qu'il cherchait, ni des mannequins. Parce que moi, à l'époque, je faisais 108 kilos quand j'ai passé l'audition. Donc, j'étais pas du tout taille mannequin. Mais voilà, le truc, c'est de venir un peu avec ton délire et puis la folie que tu peux avoir, mais aussi la possibilité de te fondre dans l'univers d'un autre. Ce qui est pas évident aussi, tu vois. Ouais. Le côté se foutre à poil et tout ça, la nudité, c'est pas évident pour tout le monde. Oui. Surtout quand t'es pas bien de ton corps ou truc comme ça, tu vois. Et ça, c'était nécessaire pour le spectacle ? C'était un des critères, il fallait... Non, pas de... Tu parles de backstage, peut-être ? Ouais, je parle de backstage, mais après, il y a des trucs sur scène où j'ai préféré dire non, tu vois. Okay. Par exemple, à un moment donné, on danse. Il y a une parodie de Joséphine Baker. Et au lieu de prendre une femme avec des bananes, ils ont voulu mettre un homme, tu vois. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, putain, Joséphine Baker, Folies Bergère, c'est emblématique parce qu'on l'a connue là-dedans. Mais en même temps, moi, je me vois très mal en slip banane faire du Charleston, tu vois. Ouais. Ça aurait été une image, comment dire ? En fait, je n'étais pas sûr de la manière dont ça allait pouvoir être perçu. Aussi, ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'on peut très bien être clair sur ce que c'est comme image. C'est-à-dire que si on connaît bien Joséphine Baker, c'est pas une vendue, ce n'est pas une personne qui a endommagé l'image des Noirs, c'est qui au contraire savait se servir de la manière dont elle était perçue pour combattre ce système-là et avancer dans sa vie. Sinon, elle n'aurait pas fait tout ce qu'elle a fait, comme la famille, comment ils appellent ça ? Le fait qu'elle a adopté des enfants du monde entier. Oui. Au château des Milandes. Exactement. Je viens d'à côté du château des Milandes, moi. Donc voilà, on connaît l'histoire, tu vois. Donc c'est une personne qui a fait toutes ces choses-là sans pour autant s'oublier elle-même, tu vois. Donc on n'est pas dans le fait de donner une mauvaise image, que ce soit de la femme, des Noirs et de la femme noire. Donc il y a 3 trucs, tu vois. Donc pour moi c'était juste clair, c'était juste moi qui n'assumais peut-être pas le fait de me retrouver en slip avec des bananes, tu vois. Et en plus ça, ouais. Non, donc c'était plus ça. Mais après, ça n'empêche pas que dans la scène d'après, je suis en pantalon de cuir, barésie, en train de fouetter le cul d'un mec, parce qu'on est en train d'évoquer la scène où Jean-Paul Gaultier, il est en Angleterre, entouré de plein de personnes SM autour de lui, tu vois. Mais c'est le spectacle et c'est ça qui est beau, tu vois. Donc tout dépend de ta sensibilité, de où tu te places, et après au fur et à mesure, peut-être que si aujourd'hui on me propose un super rôle où je dois faire un truc qui m'emmerdait à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui je me sens assez bien dans mon corps pour le faire, tu vois. Yes, voilà. C'est juste perso en fait. D'accord. Bon, merci. On se dirige gentiment vers la fin. Est-ce que tu as vu une évolution majeure des danses depuis que tu as commencé, entre le moment où tu les découvres et aujourd'hui? Est-ce que pour toi il y a eu un truc, un point de rupture quelque part, ou pas forcément, tout ça est en train de gentiment bouger, changer? Comment tu perçois cette évolution là d'une trentaine d'années, quoi? Alors, il y a tellement de choses qui ont évolué, je t'avoue. Est-ce qu'il y a des nouveaux courants? Je sais pas, je parlais du voguing tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment un nouveau truc Ah non, c'est pas nouveau. Ouais, je connais rien. Le voguing, c'est
C'est limite, c'était là en même temps que le hip-hop, entre guillemets. Ok. Mais un nouveau courant, moi je dirais plutôt une nouvelle manière de s'inspirer, peut-être. Une nouvelle manière d'avoir l'information fait que les gens s'inspirent différemment. Donc du coup, si je parle du swing, ça marche un peu par vague, mais tout le monde se ressemble, mais l'évolution se passe pour tout le monde, tu vois. Il y a des choses qui me plaisent toujours de voir, c'est quand les gens c'est quand les gens pas connus sont enfin reconnus pour ce qu'ils font depuis des années. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'as des gens qui sont très connus, ils vont faire un truc une fois, ils vont être waouh, c'est génial ce que tu fais. Alors t'as des personnes qui sont moins connues, mais ils font ça depuis très longtemps et probablement mieux. Mais juste parce qu'ils sont pas, tu vois, connus que ça, ils vont pas avoir ce regard qu'ils portent, tu vois. Et moi, c'est des petites perles comme ça que j'adore voir. Donc, moi, j'en profite pour passer un petit coucou à toutes ces personnes-là qui sont dans leur petite salle du temps, qu'on appelle ça. Si vous avez la référence, Dragon Ball Z, salle du temps. En gros, la salle du temps, tu passes une journée dedans, ça équivaut à d'entraînement, ça équivaut à une année dans le réel. Donc, c'est passer beaucoup de temps dedans, vraiment à suer, à faire votre truc à vous, même si vous n'avez pas encore la visibilité que d'autres profitent, que moi, des fois, même moi maintenant, je peux profiter à certains moments, mais en tout cas, je pense fort à vous parce qu'on est tous passés par là. Et voilà, moi je pense surtout à ces personnes-là plutôt que l'évolution, tout ça. Je t'avoue que je regarde pas beaucoup de ce qui se fait, hein. Vraiment. J'évite même parce que ça me fatigue. Je sens en toi une capacité de producteur, tu vois, de déceler les nouveaux talents et de les pousser, de les propulser. Je sens ça. Ah, je sais pas. Moi, je suis une personne très empathique, donc je vais facilement me voir chez les gens qui traversent les mêmes choses que j'ai traversées. Et je serai toujours sensible à ça. Un truc, tu m'as demandé si je voyais des trucs qui avaient évolué, tout ça. J'ai eu du mal à répondre, mais je peux te dire un truc qui n'a pas beaucoup évolué, par contre. Il y a aussi ça, oui. Ça m'attriste toujours des personnes... Quand tu commences le swing, c'est super dur. Pour moi, c'est quand je te parlais de communauté inclusive, le hip-hop, le swing, c'est inclusif, mais il y a des grosses règles, quoi. Enfin, comment expliquer ? Je vais bafouiller beaucoup parce que je cherche en même temps mes mots, tu vois. Ouais. Mais je suis sûr de l'idée que je vais évoquer. Quand tu n'es pas danseur swing, que tu n'as pas les habits, tu n'as pas les codes, mais que tu intègres la soirée, tu peux être soit automatiquement accueilli parfaitement parce que tu as un entourage qui le permet. Ouais. Mais quand tu es tout seul et que tu essaies de t'intégrer, c'est impossible presque. I know what you say. Donc, j'ai kiffé ça, moi. Mais tu kiffes ça parce que t'es un vagabond, tu vois. T'es comme moi. Moi, j'adore me balader tout seul et tenter de m'inclure. Tu vois. Ouais. J'ai fait ça toute ma vie. Mais quand tu es une personne qui va... Les gens qui vont en soirée, c'est pour le social, tu vois. C'est pour danser avec des gens. Moi, je peux danser toute la soirée tout seul. Je m'en fous complètement, tu vois. Je suis bien avec ça. Je pense que toi aussi, tu vois, Bastien. Mais t'as des gens, c'est pas comme ça. Et combien de fois j'ai essayé d'amener des gens et qui me disaient systématiquement, ouais, mais putain, il y a beaucoup de blancs là. Ben oui. Ouais, putain, c'est des bourgeois et tout. Je fais non, mais regarde, il y a un noir là-bas, regarde, je suis limite en train de les compter avec eux. Et en fait, on évoque beaucoup la question raciale, mais c'est plus la question de classe avant tout, déjà, premier lieu, la classe. Et ce qui n'a pas beaucoup évolué, c'est la manière d'être intégré, c'est-à-dire qu'on va avoir forcément plus envie de danser avec une personne qui danse bien, ou bien une personne qui a un bon look, tu vois. Ouais. Et moi, je suis désolé, mais les chaussures de swing, je danse pas bien dedans, quoi. Les pantalons, je les craque tout le temps, donc laissez-moi me mettre un truc confortable que j'aime bien, tu vois. Après, oui, s'il faut performer. Après, je comprends le jeu du costume, etc. On est dans une approche esthétique qui fait bien de voir quand on est en soirée swing. Mais quand tu n'as pas ces codes-là, c'est super compliqué. Et le nombre de vidéos où je vois des gens en train de danser en solo entre elles, que ce soit des filles qui viennent du hip-hop ou tu vois, qui dansent entre elles et qui se font jamais inviter. C'est plus dur pour les filles d'ailleurs, ça c'est sûr. C'est plus dur pour les filles. Un mec, il se fait toujours inviter à la limite, ça va. Mais c'est pour les filles que j'avais cette idée-là essentiellement. C'est super compliqué, ça n'a pas évolué depuis que je suis dans le swing.
Une fille, si elle veut danser le swing, une fille, elle a besoin de faire un swing washing. Littéralement. Non, mais vraiment. Waouh. Là, je te parle. C'est un mot fort, hein, swing washing. Et c'est la vérité. Moi, j'ai dû faire un swing washing pour pouvoir être pris au sérieux. Mais tu viens de lâcher une bombe, là. Alors que là, maintenant, je peux être tranquille parce que on me connaît pour ce que je sais faire. Ouais. Et si je me mets à faire du 100% swing uniquement, je serai plus Joyce et je serai plus aussi intéressant que les gens, pour les gens. Ouais. Mais c'est chiant de passer par là. Pour les filles, aujourd'hui, il faut faire du putain de swing washing. Tu vois. Et c'est dur pour elles parce que déjà, là, je te parle des filles, mais après, il y a d'autres catégories. Il y a les filles noires, tu vois, ce qui est encore plus compliqué. C'est une vidéo que j'ai vue récemment sur un post d'une amie qui s'appelle Laetitia, que je salue. C'est 2 potes à elle qui étaient en train de danser en solo, mais en mode funky et tout. Ouais. Moi, je vois la vidéo, j'ai envie de danser avec elle, tu vois. Mais les gens autour les calculaient pas. Il n'y avait pas de... Tu vois, il n'y avait pas de... Et je vois ça tout le temps. Okay. Ce genre de truc, je vois ça tout le temps. Après, j'ai élargi le truc. Elles peuvent être noires ou blanches. Quand tu viens dans ce milieu du swing, c'est très compliqué d'être intégré. Tu peux très bien t'intégrer si tu es bien entouré, ou bien si tu es dans une communauté où l'école elle cherche des nouveaux élèves, tu vois. Mais après, en termes de social, c'est compliqué. Tu vois. Moi, je vais te dire la vérité, on ne me voit jamais dans les soirées de Paris, mais pas parce que je dénigre les gens, mais parce que cette ambiance, ce que je vois, ce que je n'arrive pas à ne pas voir... Oui, ça te heurte immédiatement. Ça me gêne. Bah oui. Tu vois, et j'ai pas envie de venir prendre la main aux gens, tu vois. Moi, j'ai envie de kiffer comme n'importe qui. Et si je trouve pas mon kiff, écoute, je vais dans une soirée hip-hop et puis au moins, il n'y a pas de ce genre de questions, tu vois. Il y a un cercle, n'importe qui passe, on ne sait pas qui est passé. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de nom qui parle dans un cercle, tu vois. Mais après, je suis un peu dur parce que... je crois pas, en fait. Je pense que les gens trouveront que je suis un peu dur, mais... Moi, je crois que tu viens de dire un petit peu tout haut ce qui se dit tout bas depuis pas mal de temps, qu'on n'entend pas assez. Et je suis ravi de t'avoir donné le micro pour qu'on entende ça, parce que il y a un ensemble de personnes, je pense, dans la scène swing qui ont conscience de ça, mais qui relèguent le problème au fond des autres problèmes à régler, et qui se refusent presque à entendre ce que tu viens de dire, sachant pertinemment que c'est là, et qu'il y a du travail à faire, il y a des choses à mettre en place, il y a des discussions à avoir pour que ça puisse être enfin un peu plus inclusif que ça. Et donc vraiment merci pour tout ce que tu viens de dire. T'as rien. Après, je vais te dire la vérité, c'est très facile pour moi de parler comme je le fais, parce que je n'ai pas d'école, je n'ai pas de structure auquel j'ai pas une réputation. Mon portefeuille ne dépend pas de la réputation que j'ai dans le swing, entre guillemets. T'as pas de pression et d'attente qui ferait qu'il faudrait que tu fasses attention à ce que tu dis. Mais si j'avais une école, je maintiendrais une certaine éthique, une certaine image, qui aurait une base commune à toutes les autres écoles que tu connais dans ce monde. De base. Après, je rajouterais mon petit truc en plus pour pouvoir me différencier. Mais ce petit truc pour me différencier, pour certaines écoles, c'est quoi ? C'est nous sommes les originaux. Nous sommes 100% swing. D'autres écoles, ça va être nous faisons une éthique un petit peu inclusif. Nous voulons qu'il y ait plus de noirs dans notre école et tout ça. Une autre école, nous, que tu sois noir ou blanc, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils viennent, ils soient eux-mêmes et qu'ils s'habillent comme ils veulent. Nous, on veut que ce soit plutôt les jeunes. Nous, on veut que ce soit plutôt les vieux. Tu vois ce que je veux dire ? Chaque école va avoir son petit truc en plus, tu vois. Ouais. Selon les vérités que les gens ont besoin de dire mais qui ne disent pas, ils vont forcément se taire si ça peut nuire au cercle dans lequel ils évoluent eux-mêmes, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, donc tu vas pas scier la branche sur laquelle tu es assise. Exactement, donc c'est pour ça que c'est très facile pour moi de parler. Mais en même temps, moi je trouve que c'est bien de se questionner, tu vois. Le fait de pointer des choses, ça peut paraître assez réducteur et assez accusateur de ma part, même prétentieux, et je m'en excuse si vous le prenez comme ça, mais ce n'est absolument pas l'intention. Ce qu'il faut, c'est qu'on se rende compte des choses, tu vois. Moi, par exemple, on m'a très régulièrement posé tout ce qui est question raciale. Mais moi, sincèrement, je pense que je serais hypocrite d'en parler parce que je n'ai jamais milité. Je n'ai jamais mis en avant ma couleur
par rapport à ma danse ou autre, tu vois. Je peux pas du jour au lendemain, parce qu'il y a de la tension sur ce phénomène-là, je suis noir, je suis fier et tout, et du coup je m'accapare les visibilités, les vues, tu vois. Un truc qui m'a choqué encore, c'est que j'étais dans l'école de théâtre dans laquelle j'évolue, j'ai rencontré une personne qui venait du swing aussi, tu vois, qui a arrêté malheureusement l'école, mais on discutait ensemble et tout. Ouais, c'est vrai, je t'avais vu et tout en soirée, mais tu danses plus et tout ça. Et puis il me fait ouais, mais c'est parce que je culpabilise un peu d'être blanc et de faire une danse de noir et tout. Je me dis écoute, ouais, commence pas à me fatiguer, ok. Tu vois cette culpabilité là. Moi, je suis content que les gens ils se questionnent. Je suis content que les gens ils essaient de comprendre le monde dans lequel ils sont en train de vivre. Mais de là à oublier le monde dans lequel ils sont aujourd'hui au détriment de ce qui s'est passé avant, je trouve que c'est vraiment problématique. Je trouve que c'est vraiment problématique. Ne pas oublier l'histoire, c'est une chose, mais ne pas oublier ce qui se fait aujourd'hui aussi. Parce que sans quoi, le futur, c'est très problématique. Là, tu vois, on se pose des questions. Pendant 30 ans, je n'ai pas vu une très grande évolution au niveau de l'inclusivité générale. Je ne parle pas de l'inclusivité noir-blanc, tout ça, c'est général d'une nouvelle personne qui veut venir faire du swing. À la base, une personne qui faisait du swing, enfin une personne qui a les moyens déjà d'aller dans le swing, elle a une situation qui fait que voilà, elle vient d'un certain cadre de famille. C'est plutôt cadre sup, oui, on le sait. Hein, c'est quand même. Mais qui sont les personnes qui en général sont issues de ce cadre-là, ce sont pas essentiellement des personnes noires, tu vois, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Moi, j'ai eu accès à ça parce que je suis déjà professionnel. Donc je suis rentré directement par la case prof, donc directement par la case de je peux gagner de l'argent. Si j'avais un autre travail, je n'aurais peut-être pas ce truc-là. Et je pense que, sincèrement, hein, si j'avais pas été danseur swing, je sais même pas si j'aurais envie d'y aller sous prétexte que je suis noir. Parce que j'ai pas envie d'être un noir dans leur soirée, tu vois. J'ai envie d'être comme toi, j'ai envie d'être comme n'importe qui. Je veux pas être là pour noircir la peinture et je veux pas être un quota. Donc on veut inclure les noirs dans les soirées swing, mais en même temps, la manière dont c'est fait me pose beaucoup de problèmes dans la manière dont c'est véhiculé. J'ai peur qu'on mette trop d'attention sur ça. De discrimination positive. Voilà. Et du coup, on sait les limites que ça peut avoir. Discrimination positive, c'est la pire chose. C'est la même chose qui se passe dans certaines sphères politiques et sociales pour les femmes, même sportives, de faciliter l'accès par rapport à ton sexe, par rapport à ton origine, par rapport à ton... Et pas par rapport à tes compétences. Et pas par rapport à tes compétences. Il y a eu une polémique sur un orchestre de je sais plus qui en Suisse, je crois. Il y avait un musicien, je crois que c'est Ibrahim Malouf, qui contestait l'orchestre de Vienne, un truc comme ça, je crois, pour son manque d'inclusivité. Tout le monde est parti au credo. Oh, tu vois. Donc au bout d'un moment, c'est bien de se questionner. Ok, quel est le problème? Il y a un manque d'inclusivité? Bon, on va parler à ceux concernés. Comment se passent vos recrutements? Les recrutements se font derrière un paravent. C'est-à-dire qu'on ne voit pas physiquement ceux qui sont en train de jouer. On les écoute. C'est-à-dire que les concerts de Vienne, ils font The Voice. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même pas mal, quoi. T'es bon, tu passes. T'es pas bon, tu passes pas. Ouais. Okay. Il est où le problème là-dessus, tu vois? Et c'est là l'hypocrisie. Tu vois, le 2 poids 2 mesures là-dessus? Il faut qu'on prenne notre temps de discuter, de s'écouter. Les gens, ils veulent trop discuter, dire les choses. Ouais, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais entendons-nous déjà, tu vois. Essayons déjà d'entendre comment les choses se passent à notre côté. Moi, je suis super content que les voix soient libérées aujourd'hui sur la condition des Noirs aux États-Unis, sur la condition des personnes opprimées en général. Maintenant, ça s'est posé. Travaillons ensemble, tu vois. Travaillons ensemble. Ne mettons pas une espèce de culpabilité pour te faire arrêter de vivre sous prétexte que t'as telle couleur. Parce qu'on inverse tout, là. Voilà. Ouais, je suis désolé, je suis parti un peu loin, mais non, ça me fatigue parce que... C'est le but, quoi, merci. On est en plein dedans et c'est compliqué, quoi. C'est un peu à vif. C'est à vif, ouais. Je suis moi aussi, effectivement, pris dans tout ça, parce que avant, la tête dans le guidon, un week-end stage quelque part, le week-end d'après c'était stage ailleurs, etc. Et puis on y va, on accumule, on pratique.
là, cette pause sanitaire fait qu'on peut réfléchir, repenser, voir ce qui est cool, voir ce qu'on voudrait revoir revenir et ce qu'on voudrait pas voir revenir. Et donc, du coup, c'est l'occasion. Mais vraiment, merci. Je pense que tout ce que tu viens d'évoquer aujourd'hui, gravé dans la pierre du fichier multimédia, fera du bien à beaucoup d'auditeurs, vraiment. Je le pense sincèrement. J'espère, mais vraiment, je tiens encore à vous dire, moi je suis un artiste, donc permettez-moi des fois d'utiliser des mots forts. S'ils sont un peu forts, n'hésitez pas à redemander des précisions, que je m'exprime peut-être plus calmement sur certains termes que j'ai employés comme noir. Incroyable. Swing washing en l'occurrence, je pense. Et enfin voilà, moi de toute façon je raconte mon histoire, donc je vais pas l'adoucir pour vous. Elle a été comme ça, donc je la raconte comme telle. D'autres ont eu des meilleures histoires, tant mieux, c'est leur privilège. Et laissez-moi avoir la mienne. Et entendez comme je dis les choses, mais après, interprétez-la comme vous le voulez, je ne vous en voudrais pas. Voilà. Merci Joyce, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi. Vas-y, j'ai une question bonus. J'ai failli oublier de remercier notre hébergeur du jour. Merci Bastien aussi. Eh bien, avec plaisir. Blah blah to the boo blah 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 them bye blah blah to the boo boom blah blah swing.